première fois que j'ai trouvé courage de m'asseoir pour méditer, c'était très loin d'être gagné. En quelques minutes seulement, j'avais le dos qui tirait, j'avais mal aux genoux, j'avais surtout les pensées qui m'emmenaient dans tous les sens, dans des conversations que j'avais eues et dans des choses qu'il fallait surtout pas oublier. Et je me rappelle même avoir senti une forme d'anxiété au fait de me retrouver seul comme ça, face à moi-même, dans l'immobilité. Jusqu'à ce que je finisse par me lever et dire, tu sais quoi, la méditation, c'est pas pour moi. Et la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment, je t'avoue que j'aurais adoré la voir il y a 10 ans quand j'ai commencé à méditer. Parce qu'on va voir ensemble pourquoi est-ce que ça peut être aussi challengeant, aussi confrontant quand on commence. Et surtout, on va voir ensemble des stratégies, des façons d'approcher la méditation et surtout de s'y préparer pour pouvoir naviguer ces états avec encore plus de facilité. Alors avant d'aller plus loin, il faut déjà qu'on s'entende sur qu'est-ce que c'est la méditation. En soi, il y a des milliers d'approches, dont certaines remontent à la nuit des temps. Il y a les pratiques yogiques qui nous viennent des Himalayas, il y a les approches zen qui nous viennent d'Asie, il y a évidemment la voie bouddhiste qui est très connue aujourd'hui, mais il y a également et de plus en plus toutes les voies laïques, c'est-à-dire qui ne sont pas basées sur la religion ni sur la spiritualité. Et ici, quand je vais parler de méditation, il va s'agir essentiellement de cette pratique qui consiste à ressentir et à observer avec conscience et bienveillance l'expérience du moment présent. Donc cette définition, c'est celle de Jon Kabat-Zinn qui a créé la Mindfulness Meditation, la pleine présence, et dont l'efficacité a énormément participé à la reconnaissance de la méditation dans les mondes de la science et de la santé. Donc très concrètement, méditer, c'est le fait le plus souvent de fermer les yeux, de ressentir et d'observer les mouvements du souffle, les transformations des sensations à travers le corps, les bruits, l'environnement qui nous entoure et surtout le va-et-vient pratiquement incessant de nos pensées. Et ça peut sembler hyper simple dit comme ça, mais si tu as déjà médité, je pense que tu as expérimenté à quel point ça peut être profond et puissant. Ce qui est formidable, c'est qu'on a aujourd'hui accès à énormément d'études qui ont démontré les bienfaits de la méditation. Elle diminue notamment la réactivité de l'amygdale, le centre de la peur. Elle renforce notre capacité à accueillir et à réguler le flot de nos émotions. Elle améliore notre capacité non seulement à nous concentrer, mais surtout à rester présent. Et du coup à moins se laisser embarquer par le flot du mental et toutes les histoires qu'on peut se raconter. Et on a même des phénomènes de neuroplasticité qui ont été démontrés, qui veut dire simplement que le fait de méditer régulièrement et sur le long terme va restructurer ton cerveau. Donc c'est hyper efficace pour prendre soin de toi, de ton corps, de ta psyché, mais comme on l'a déjà dit, ça peut être extrêmement confrontant quand tu commences. Et surtout si tu es dans un temps de vie où tu es fatigué, tu es anxieux, tu es un peu down, la méditation va potentiellement te mettre encore plus en face de tes difficultés. Donc d'un côté, ça peut être hyper guérisseur et transformateur, mais de l'autre, ça peut être hyper confrontant et donc difficile à maintenir. D'ailleurs, il y a une étude de l'University College de Londres qui a étudié 1200 méditants. Et ils ont réalisé que 1 sur 4 avait eu à un moment ou à un autre une expérience particulièrement pénible et difficile au cours de leur méditation. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui galèrent à établir une pratique. Non pas parce qu'elles ne sont pas faites pour ça, comme j'ai pu me le dire à mes débuts, mais plutôt, je pense, parce qu'elles l'abordent de façon trop frontale, peut-être trop longtemps, ou sans une préparation suffisante. Et justement, ce que je vais te proposer maintenant, c'est 3 stratégies pour préparer non seulement ta tête, mais surtout ton corps et ton système nerveux à méditer. Ça s'appelle la régulation ascendante. Et tu vas voir, ça peut tout changer. Donc régulation ascendante, parce qu'on va partir du corps pour remonter vers l'esprit. En anglais, on parle de bottom-up, du bas vers le haut. Parce que contrairement à ce qu'on nous a toujours dit, c'est pas avec le mental que tu as le plus de chances de calmer ton mental. Et c'est d'ailleurs Einstein qui disait quelque chose comme « On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de conscience qui a créé ce problème. » Donc on ne va pas commencer par le mental, on va commencer par le corps. Et la première stratégie, ça va être tout simplement de préparer le corps par quelques étirements et quelques mouvements. Et typiquement, c'est là que le yoga entre en jeu. Quelques salutations au soleil et quelques postures que tu apprécies vont vraiment t'aider à installer ton assise méditative. L'idée, c'est d'ailleurs d'arriver à ce que les yogis appellent Sthira Sukham Asanam. C'est-à-dire que la posture méditative doit être à la fois stable, mais également confortable.
C'est-à-dire qu'on va être ni trop coincé et trop rigide, ni trop mou et avachi. Ce qui va nous offrir de méditer dans un corps qui sera à la fois vigilant et en même temps détendu. Et j'en profite pour ajouter que, de même que je le répète beaucoup quand j'enseigne le Yin Yoga, on va chercher un maximum de confort. Et pour ça, n'hésite pas à prendre des blocs, prendre des coussins, des bolsters, des couvertures et à vraiment soutenir ton corps physique pour faciliter ta pratique. Ça peut être non seulement de surélever ton bassin avec un bloc ou un coussin, ce qui va offrir un peu plus d'ouverture à tes hanches, un peu plus d'ancrage dans tes racines et surtout de longueur dans ta colonne. Mais tu peux également glisser sous tes genoux et sous tes cuisses des coussins, peut-être même des livres, ce qui va t'aider à relâcher les muscles de tes jambes et à t'installer avec encore plus de profondeur pour méditer. Alors la deuxième stratégie, j'ai envie de dire qu'elle est presque indispensable si tu es particulièrement tendu, anxieux ou nerveux. Parce que ce qu'on va chercher à faire, c'est de physiologiquement préparer l'organisme à ralentir et à se poser pour accueillir un sentiment de sécurité. Parce que si tu évolues dans un environnement hyper stressant, avec plein de responsabilités et que tu es toujours disponible pour tout le monde tout le temps, il y a de grandes chances, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, pour que ton système nerveux soit en hypervigilance. Et si toi, d'un coup, tu lui dis « Tiens, on va s'asseoir, on va fermer les yeux et on va se concentrer sur notre respiration », il y a de grandes chances pour qu'il te dise « Non, 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 c'est pas safe, j'ai autre chose à faire. Il y a la lessive, il y a les enfants, il y a la to-do list. C'est hors de question que je reste assis sans bouger. » Et résultat, tu te prends un mur. Et tu te dis que la méditation, c'est impossible. Alors que si tu prends un temps, comme je vais te le montrer, pour préparer ton organisme, pour rassurer ton système nerveux et pour revenir dans ce que l'on appelle en théorie polyvagale un état ventral, ça va être d'un coup beaucoup plus simple de t'installer en méditation. Et pour ça, tu t'en doutes, on va bien entendu parler de respiration. Donc particulièrement le fait d'équilibrer et de ralentir le souffle, respiration type cohérence cardiaque, mais également si tu es à l'aise, d'allonger l'expiration et de t'offrir des petits temps d'apnée. La respiration 4-4-8 typiquement, qui est formidable pour ça. D'ailleurs, tu trouveras en description un lien pour télécharger gratuitement ces 2 respirations, pour t'aider à prendre ces 5 minutes pour respirer si tu as besoin de ralentir avant de méditer. Et donc ces 2 premières stratégies, les yogis, ça va faire plus de 2000 ans qu'ils l'avaient compris, parce que dans les 8 branches du yoga, selon Patanjali, avant de méditer, on pratique entre autres les asanas, c'est-à-dire les mouvements et les postures physiques, ce qu'on connaît essentiellement aujourd'hui du yoga, mais également les pranayamas, c'est-à-dire les exercices de régulation du souffle et d'expansion de l'énergie, et notamment de régulation de ton système nerveux. Et c'est seulement à ce moment-là que la méditation, dhyana, a sa place. Parce qu'ils avaient bien compris que pour toucher pendant plusieurs heures ces états profonds de méditation, un état propice à l'éveil et à l'illumination, il fallait absolument commencer par préparer le corps et le système nerveux. Alors cette troisième approche, elle peut sembler un peu contre-intuitive, parce qu'au lieu d'apaiser, on va au contraire activer. Donc ça peut être des mouvements dynamiques, ça peut être de la danse, ce qui se voit et ce qui se pratique de plus en plus, du shaking, qui va nous permettre comme ça de faire circuler l'énergie, de faire bouger le stress, faire bouger les tensions et tout ce qui est peut-être resté bloqué dans le corps, pour qu'ensuite, une fois assis, le corps puisse beaucoup plus facilement se déposer, pour qu'on se sente plus tranquille et plus léger. Et c'est Osho, le grand maître indien que tu connais peut-être, qui a carrément séquencé tout ce qu'il a appelé les méditations dynamiques d'Osho pour utiliser le mouvement, utiliser la danse et le shaking pour pouvoir d'autant plus profondément s'installer dans le silence et dans l'immobilité. Bien entendu, ces pratiques d'activation, ça peut passer par le breathwork, comme on l'enseigne avec Inga, parce qu'avec une hyperventilation consciente et surtout contrôlée, on va pouvoir activer volontairement la branche sympathique du système nerveux. Un moyen super efficace de te dynamiser pour décharger le trop-plein d'énergie et pouvoir plus facilement, surtout dans la tête, t'alléger. Et enfin, je dirais que cette troisième approche, elle va être la plus efficace pour les personnes qui sont dans une phase un peu déprimée, un peu fatiguées, un peu down. Pour les personnes qui n'ont pas tant besoin de plus d'apaisement ou de régulation, mais plutôt de venir concerner le corps, de revenir dans la matière et ainsi de pouvoir, de façon toujours progressive et respectueuse, s'ancrer et se dynamiser. Donc pour récapituler, si comme moi à mes débuts tu galères pour méditer, c'est peut-être que tu n'as pas mis toutes les chances de ton côté. Et que si tu te lances par exemple pour, 15 minutes de méditation, ça vaut vraiment le coup de prendre ne serait-ce que 5 minutes pour t'y préparer. C'est vraiment de se rappeler que quand on vit à 100 à l'heure,
Au contraire, quand on est fatigué, ça peut être extrêmement challengeant de se poser. Et donc c'est normal que tu aies du mal à ralentir et à t'asseoir pour méditer. Donc ça va être à toi de sentir lesquelles de ces 3 approches seront les plus pertinentes à l'instant T. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger les 2 respirations de préparation. Et la prochaine fois que tu t'apprêtes à méditer, rappelle-toi, le corps d'abord, le mental ensuite. Et si ça t'aide, dis-le nous en commentaire. À très vite.